Sophie, bienvenue sur le podcast. Comment tu vas? Ça va très bien, merci de nous recevoir. C'est un plaisir de te recevoir. On s'est rencontrés à la formation que j'avais donnée avec Training Therapy au mois de... c'était au mois de juin, hein, c'était le mois Oui. dernier à Rennes. Et il s'avère que tu es spécialiste en kinésithérapie respiratoire. Exact. Ça en fait des syllabes depuis un bon bout de temps. Donc, Mm. je me suis dit que ce serait super intéressant d'avoir cette conversation avec toi sur le podcast parce que autant je m'intéresse énormément à la respiration, autant l'aspect pathologie, je n'y connais trois fois rien. Et donc d'avoir quelqu'un qui comprend un petit peu comment ça fonctionne et qui a un petit peu de bouteille, je me suis dit que ça pourrait être super intéressant. Donc pour commencer, je vais te laisser te présenter. Sophie, qui es-tu et que fais-tu? Alors, je suis Sophie Jacques, je suis kiné depuis 23 ans et ça fait 22 ans que je ne fais que de la kinésithérapie respiratoire, que finalement, euh, je me, je me dis jamais que je suis une experte de la respiration parce que je suis plutôt une experte de la ventilation. Mhm, Et on verra peut-être tous les deux ensemble la différence, mais c'est vraiment ça. Je pense que j'ai vraiment plutôt des lacunes sur la respiration et la respiration cellulaire, ce que tu m'as apporté pendant la formation. Par contre, tout ce qui est tuyauterie jusqu'aux alvéoles, ça, je maîtrise parfaitement et c'est mon quotidien. Le mhm, thorax, le diaphragme, l'abdomen, etc. Et je suis vraiment extrêmement investie dans la prise en charge des patients atteints de mucoviscidose. mhm, C'est vraiment ça qui m'a amené à la kiné respiratoire. Et la mucoviscidose, c'est une maladie génétique qui touche les poumons, le système digestif, en fait tous les organes qui sécrètent quelque chose. Voilà, et ça m'a amené à m'occuper de patients atteints de BPCO, donc de bronchopneumopathie chronique obstructive, ce qu'on pourrait appeler la maladie du fumeur, mhm, même si c'est que 80% sont des fumeurs. mhm. Il y a quand même 20%, c'est pas que. Voilà, et puis on va en apprendre encore plein d'autres choses dans les années à venir, je pense, sur l'origine de ces pathologies aussi. Euh, Ça me passionne complètement, cette prise en charge. Redonner du souffle à ces patients-là, c'est ma vie. Voilà. Bah, écoute, c'est génial et tu es la bonne personne à qui parler pour ce sujet-là. Pourquoi la mucoviscidose? Pourquoi ça t'a fait basculer dans ce côté respiratoire? Alors, j'ai en terminale suivi une sage-femme, une orthophoniste, une kiné. Je savais que je voulais être dans la santé, mais je savais pas quoi. Et cette kiné faisait de la kiné respiratoire. Et mon premier contact avec la mucoviscidose, c'est une petite fille de 4 ans qui saute dans les bras de sa kiné en arrivant et qui dit Tu peux m'aider à tousser. Voilà. Elle m'a plu, et puis elle avait 4 ans, elle était mignonne, et voilà. Et après, ça s'est confirmé, ma deuxième année de kiné dans un hôpital pédiatrique, et il y avait un service dédié à ces patients. Et en fait, terrible, terrible. Ces patients, ils devenaient rouges, violets, bleus pendant les séances de kiné-respi. Je trouvais qu'on leur faisait pas du bien. Je savais pas quoi faire autrement, comment faire autrement, mais en tout cas, je me suis dit, un jour, je leur ferai du bien à eux, en fait. Et je ne leur ferai que du bien. Et j'ai attendu d'être diplômée pour rencontrer en fait un Belge, Jean Chevalier, et un Lillois, Hugues Gaucher, et où j'ai fait une formation avec eux. Je me suis dit, ah voilà, c'était ça. Du coup, j'ai quitté la Bretagne pour aller dans le Nord, pour les suivre pendant un an, pour aller au-delà de ça. Et voilà. Et je sais pas, les patients atteints de mucoviscidose, c'est comme s'ils me parlaient. Je vois un patient atteint de mucoviscidose qui arrive à mon cabinet, je sais exactement quoi lui apporter. Je sais quelle est la priorité, mais je ne peux pas t'expliquer pourquoi. C'est comme ça, c'est une intuition. Je sais que voilà, j'ai un truc avec ces patients-là. Parle-nous un petit peu de cette maladie. Donc, tu as dit que c'est une maladie génétique Ouais. qui atteint notamment les poumons, l'estomac. Comment ça se manifeste chez ces patients-là? En fait, alors je te le dis au niveau des poumons pour rester simple et dans ma D'accord. spécificité, les bronches sécrètent du mucus. Ce mucus, il est là pour protéger les bronches de toutes nos agressions, tout ce qu'on inhale dans la journée. Il y a ce mucus qui est produit et qui est mobilisé par des petits cils 24 heures sur 24 qu'il y a sur les bronches et que ça fait ramener ce mucus vers la trachée. Et ça élimine les virus, les bactéries, les poussières, tous Mhm, les aérocontaminants. Et dans la mucoviscidose, au pôle apical des cellules, il y a des canaux, notamment un canal chlore.
qui, dans la mucoviscidose, en fait, soit n'existe pas, soit ne fonctionne pas, soit fonctionne mal, d'accord, en fonction des mutations. Mhm. Et du coup, ça déshydrate complètement le mucus. C'est-à-dire qu'on est face du coup à un mucus qui est produit tous les jours, mais qui est complètement adhérent aux cils, et du coup qui n'est pas mobilisé. Puisqu'il n'est pas mobilisé, les bactéries, les virus restent dedans. Et là, il y a réaction inflammatoire. Si on fait rien, il y a infection et le système immunitaire va euh, se battre contre l'agent toxique qui est à cet endroit-là. Et Mhm. comme dans toute guerre, bah, il y a le terrain qui est abîmé après. Et du coup, il y a la bronche qui se creuse et ça forme des dilatations de bronches. Donc des bronches qui sont déformées avec des sacs à pus, en fait, et où du coup on a encore plus de stagnation de mucus. Et donc, Voilà. ce mucus, j'imagine qu'il faut bien l'éliminer quelque part, ou en tout cas, il faut Il faut essayer. l'éliminer parce qu'au bout de 48 heures, s'il n'a pas bougé, il y a une prolifération bactérienne. Mhm. Et du coup, au fur et à mesure des années, quand on ne savait pas tout ça non plus, et quand les techniques de kiné non plus n'étaient pas optimales, ni l'antibiothérapie, etc., hein, bien sûr, le côté médical, et ben, ça détruisait au fur et à mesure les poumons. Pour te dire, en fait, la mucoviscidose, quand un enfant naissait en 1965, il avait une espérance de vie de l'âge de 7 ans. D'accord. Mais en fait, il mourait plus du côté pancréas, parce qu'il ne D'accord. digère pas les graisses. Ok. Après, il y a eu un super médicament, des extraits pancréatiques en fait, qui sont sortis et qui ont permis qu'ils digèrent un peu les graisses, un peu les vitamines. Ouais. Donc ça leur a sauvé la vie. Et ensuite, au fur et à mesure bah, de l'évolution des connaissances sur la maladie, l'espérance de vie a commencé à augmenter, la médiane de vie aussi. Et aujourd'hui, il y a un médicament extraordinaire qui est sorti il y a 2 ans, là, en France, il y a 2 ans, un peu plus tôt aux États-Unis, qui remet le canal chlore en marche. C'est vrai? Comment Ouais. tu comprends le mécanisme qui a Le derrière? mécanisme, en fait, c'est un gène au départ qui code pour une protéine, Mhm. la protéine CFTR. Voilà. Donc, le médicament, c'est pas de la thérapie génique, hein. C'est un médicament c'est une trithérapie qui va aller. Alors, je connais pas extrêmement, tu sais que je suis pas trop au top de la cellule intérieure, mais en gros, qui va soit réactiver le, le canal chlore, Mhm. surtout le réactiver en fait, parce qu'il y a une proportion des mutations dans la mucoviscidose où ils n'ont pas du tout la protéine, il n'y a rien D'accord, de ouais. rien de rien, et là du coup, il n'y a rien à faire avec ce médicament pour l'instant. D'accord. Voilà. Donc, parle-nous de la prise en charge d'une personne qui souffre de mucoviscidose. Comment ça se passe? Qu'est-ce que toi, en tant que kiné respiratoire, tu peux leur apporter? Alors, ce que tout le monde croit, c'est qu'un kiné respiratoire qui s'occupe d'un patient atteint de mucoviscidose, c'est il faut le faire cracher. D'accord, pour enlever le mucus. Ils n'ont pas tort dans le principe, hein, mais en fait, un mucus collé, adhérent à des cils, en fait, peu importe quelle technique tu utilises, ça ne fonctionnera pas. Parce que le D'accord. mucus, il peut se déplacer par les cils ou par l'air qui, à l'inspiration, passe derrière le mucus et à l'expiration, le mucus est ramené vers la trachée par l'expiration. Mais si le Mhm. mucus est collé, ben, l'air, il passe et il ne se passe rien. D'accord. D'accord. Donc là, nous, c'est d'abord la préparation de ce mucus. L'hydrater par des aérosols, par l'hydratation per os, euh, par l'activité physique. Voilà, parce que l'activité physique, ça fluidifie le mucus. Donc ça, c'est absolument génial. Mhm. Euh, et donc voilà, donc déjà, c'est toute cette préparation. Et puis ensuite, au fur et à mesure des années, je me suis beaucoup intéressée et très rapidement à l'enveloppe des poumons, au contenant des poumons, donc au thorax, au dos, et je me suis dit, ça va pas, là, je les vois, ils sont comme ça, syphosés, raides, et du coup, pour que je puisse atteindre le poumon, il faut que je redonne du mouvement à ce thorax et à ce dos. Voilà. Et donc, En- c'est tout ça. Donc, en fait, c'est finalement préparation du mucus, préparation de la pompe respiratoire, c'est donner du mouvement à la pompe respiratoire. Voilà l'objectif de chaque séance de kiné. Et se redonner du mouvement à la pompe respiratoire, ça peut très bien être ce jour-là, faire un aérosol, mais ce jour-là, ça peut être aussi faire une activité physique, ou alors faire de la mobilité thoracique, ou alors un 3 en un, on fait les trois en même temps dans la séance. Voilà. Mhm. Et en gros, c'est Le, ça. le terme mobilité thoracique, il m'intéresse pas mal. Comment est-ce que toi, décris-nous
ta vision du thorax et la manière dont ce thorax interagit avec les poumons. Alors, moi, j'ai tendance à dire souvent, ils sont liés comme les deux doigts de la main. C'est-à-dire ils sont pour moi indissociables. Donc, si on veut redonner du mouvement au poumon, on peut passer par le thorax. Et quand on a un manque de mobilité de thorax, eh ben, il y a des conséquences sur le poumon et inversement, ils sont liés par la plèvre. Donc, l'un entraîne l'autre et inversement. Et la plèvre, vraiment, ce que je dis à mes patients pour qu'ils comprennent, c'est comme si c'était des aliments sous vide qu'on met Mhm. pour expliquer C'est une bonne image. la pression négative. Et Ouais. du coup, vraiment, c'est emporté en fait par l'un par rapport à l'autre. Donc, si tu bouges l'un, tu bouges l'autre. Voilà. Et quand on parle du mouvement de ce thorax, est-ce que tu privilégies des mouvements entre guillemets intrinsèques? Est-ce que tu privilégies de la thérapie manuelle autour de ce thorax? Un petit peu des deux? Alors, Comment est-ce que tu fonctionnes? on pourrait, moi, j'ai pas fait de formation de thérapie manuelle D'accord. réellement. Je les envoie chez l'ostéopathe régulièrement, Mhm. parce que je trouve que ça aide sur le tout. Mais sinon, Mhm. c'est surtout la mobilité qu'on fait travailler. Et la mobilité, comme je l'ai appris avec Training Therapy. Donc avant, je me débrouillerais avec mes connaissances. Et maintenant que j'ai connu Thomas et Simon, et ben forcément, en fait, ça a évolué. Et donc, je ne fais pas travailler que la souplesse, je fais pas que des étirements. Et je renforce aussi dans les amplitudes gagnées. Donc, c'est tout ça pour moi, la mobilité. Mais surtout, ce qui est très important, c'est qu'elle est hyper exigeante, cette mobilité thoracique. C'est-à-dire que si on fait une rotation thoracique sans réfléchir du tout à ce qu'on fait, sans bloquer bien le bassin, sans sentir vraiment qu'on vient faire une rotation au niveau thoracique, vraiment, Mhm. ça va servir à rien. Et nous, le moyen qu'on a de vérifier ça, c'est que ça va mobiliser du mucus. Donc à l'oreille, en fait, on va l'entendre. Si on a ouvert des territoires et si on a permis d'amener de l'air derrière une sécrétion, eh Mhm. ben forcément, à l'expiration, on va l'entendre. Donc on a un feedback aussi qui est comme ça et qui est très important. Les stagiaires qui viennent à mon cabinet, en fait, je leur dis toujours, voilà, moi, je vous confie cette patiente, vous faites une demi-heure de mobilité thoracique. Mais par contre, je veux que vous réfléchissiez à quel exercice lui correspond pour que ça mobilise du mucus. Mhm. Voilà. Je ne fais pas de mobilité thoracique pour récupérer une posture. Si on en récupère une, tant mieux. Si ça plaît au patient, tant mieux. Mais c'est vraiment pour mobiliser le mucus. Voilà, parce que tu sais que en bougeant ce thorax, tu vas de facto faire Bouger, bouger les poumons et forcément. donc qui dit mouvement dit mobilisation C'est ça. de tout ce qui se passe à l'intérieur. C'est ça. Quand tu penses à la mobilité thoracique, comment est-ce que tu la catégorises ou tu la décomposes pour, on va dire, simplifier les choses ou pour structurer ton approche par rapport à ça? Je pars de ce qu'a le patient, de comment il est, de comment voilà. Et puis, mais ils ont toujours en fait, la plupart en fait sont en syphose thoracique à cause des poumons en fait. C'est D'accord? parce que en fait ils ont du mucus piégé et de l'air piégé que du coup en fait le diamètre antéro-postérieur va s'augmenter, Mhm. d'accord? Et du coup, ben voilà, ils sont en fait en syphose. Du coup, ils ont aussi les scapulas qui sont complètement raides sur le thorax. Il y a un manque de mobilité, donc l'épaule, donc les cervicales. Mhm. Voilà, donc finalement, la mobilité thoracique, elle passe à de la mobilité générale assez fréquemment. Ouais, quand tu dis il y a de l'air piégé, comment est-ce que Oui. ça se passe ça exactement? Ah, ça, c'est dû à l'obstruction. L'obstruction bronchique, dans l'arbre bronchique, c'est dû soit à du mucus, soit à un œdème, une inflammation, soit à un spasme de la bronche. Mhm. Soit un des trois, soit deux des trois, soit trois des trois. Dans la mucoviscidose, généralement, c'est trois des trois, hein. D'accord. D'accord? C'est très souvent. Mhm. Donc déjà, il faut le repérer. On a des traitements à base d'aérosols inhalés qui vont traiter l'inflammation, etc. En tout cas, une partie qui vont l'améliorer, la fluidification du mucus. Et cette obstruction fait que l'air, non seulement ne rentre pas, mais ne sort pas. Mhm. D'accord? Et au fur et à mesure, en fait, ils vont déplacer leur volume courant vers les volumes de réserve inspiratoire. Donc, diminuer leur capacité inspiratoire et du coup avoir un volume résiduel qui, lui, n'est pas le volume résiduel inné, hein, mais ils vont avoir un volume résiduel acquis. D'accord? Et D'accord, ouais. ça, on veut jouer absolument dessus. Voilà, parce D'accord? que donc pour ceux qui nous écoutent, le volume résiduel inné, c'est quoi? C'est à peu près 200 millilitres, c'est ça? Qui, entre Oui, guillemets, reste bah, dans ça le... dépend de la taille, de l'âge et du sexe du patient déjà, Ouais, d'accord. Ouais, mais donc, ça, et c'est sûr.
c'est de l'air qui ne peut pas sortir du poumon dans le sens où on ne peut pas complètement, on va dire, vider ses poumons. Il restera toujours un petit peu C'est d'air. ça. Même au bout d'une expiration complète, Voilà. complète, complète, on ne peut pas vider tous ses poumons, tout simplement parce que si l'alvéole, en fait, si les alvéoles, en fait, il n'y a plus du tout d'air en elles, en fait, elles s'écrasent et elles vont pas pouvoir à la prochaine inspiration se regonfler. Donc, il y a toujours une petite tension dans l'alvéole, en fait, au bout d'une expiration complète. Et c'est ça aussi le volume résiduel. D'accord, donc tu as ce volume résiduel inné et ensuite acquis, c'est donc quelque chose qui va potentiellement pour ces personnes-là se développer ou Ouais. grandir au fil du temps, au fur et à mesure qu'ils deviennent de plus en plus restreints en fait. Tout à fait. Et ça, c'est le cas aussi pour des patients atteints de BPCO. Et c'est eux, là, par contre, la destruction de leur alvéole. La BPCO, Hmm. quand ils ont de l'emphysème, c'est la destruction des alvéoles. Et du coup, il n'y a plus cette tension dans l'alvéole. Et du coup, D'accord, l'alvéole non plus ne se vide plus. ok. Donc, du coup, ça fait en fait un volume résiduel monstrueux. Moi, j'ai des patients qui ont 450% par rapport à la normale de volume résiduel. Donc, imagine ce qui reste pour le volume courant Ouais. et, et la capacité inspiratoire. Et quand ils se retrouvent dans cette situation, qu'est-ce qui se passe s'ils essayent de prendre une grande inspiration? Comment ça se C'est pas possible, manifeste? c'est fermé en fait. Les tuyaux en fait laissent pas passer. Il y a comme une instabilité bronchiclée. Euh, Comment je pourrais dire, j'ai une collègue qui a trouvé un beau mot qui c'est fluffy. Fluffy. Elle Mhm, c'est vraiment c'est instable en fait. Donc du mhm. coup à l'inspiration ça rentre pas non plus. Voilà. D'accord. Après, il y a des moyens en kiné respiratoire. J'allais dire comment on À fait avec jouer ce là-dessus. volume résiduel acquis? Qu'est-ce qu'on fait avec? Comment est-ce qu'on peut Alors, première le... chose, on réapprend aux patients à prendre tous ces traitements inhalés. Parce que 99,9% des patients qui ont prescrit un traitement inhalé ne le prennent pas de façon optimale. Donc, soit ça s'impacte au fond de la gorge. Je ne sais pas si tu sais, c'est les, la ventoline, Oui, le sérétide, Ah non, Ventolin. Vous dites Ventolin, c'est Ventolin? ça, ouais. Ouais, Ouais, je crois Ventolin. que c'est ça. Nous, on dit Ventoline. C'est vrai? D'accord. Ouais. Donc, Je me suis dit, Ventolin, ça doit être la cousine du Ventolin, mais oui, c'est c'est ça. pas trop loin. Et, euh, et du coup, ce produit, il est transporté par notre inspiration, Ouais. comme sur un tapis roulant, d'accord? Ou un tapis volant, je ne sais pas. Et du coup, si le patient inspire trop vite, c'est impacté directement au premier virage, donc au fond de la gorge. Donc les Mhm. bronches, elles l'ont pas déjà. Enfin, D'accord. voilà, il y a tout ça. Et puis, bah, comme on aime tous les deux la mobilité thoracique, il y a aussi le fait d'être dans une belle posture d'ouverture qui permet d'aller inspirer ta dose de médicament et de l'emmener le plus loin possible dans l'arbre bronchique. Ça, c'est la première des choses pour lutter contre la distension thoracique, ça s'appelle le volume résiduel acquis. Mhm. Et cette distension comme ça, c'est lié à l'obstruction. Donc déjà, il faut lever l'obstruction. Donc par les traitements inhalés qui vont jouer sur le spasme et l'inflammation, Mhm. par le désencombrement bronchique et la mobilité de ce mucus qui vont jouer aussi sur cette obstruction. Et on peut récupérer du volume résiduel acquis. Donc, Je nous, vais, reven- c'est notre quotidien. je vais revenir sur ce que tu as dit au niveau de la manière dont tu prends tes... t'appelles ça des aérosols, c'est ça? Oui, C'est quoi la il bonne manière de le faire? Pour ceux qui nous écoutent et peut-être qui se disent, ah putain, faut que faut que je je prenne mes prenne médocs. différemment. Alors déjà, tout ce qui est spray de Ouais, Ventolin, ouais, il faut une chambre d'inhalation, d'accord. d'accord, pour que le produit soit en suspension et qu'on ait le temps de Parce qu'il faut bien le prendre inspirer. gentiment. Il faut Il pas le faut le prendre prendre, en rapidement. fait, alors, allez, 30 litres par minute en débit, on va dire, mais après, c'est tellement... moi, je suis pas très chiffre, hein. Donc, c'est vraiment, en fait, se dire que assez vite pour permettre que le produit soit transporté, mais pas trop vite pour pas fermer tes bronches qui sont déjà susceptibles. Mhm. Parce que si j'inspire trop vite là, ça va être voilà, ça s'impacte là et puis après mes bronches elles vont. Donc il faut trouver un équilibre chez chaque patient. C'est pour ça qu'il faut le voir en fait en fonction de chaque patient, des Mhm. stabilités de leur paroi bronchique, etc. 30 litres D'accord? par minute, Mais j'ai... Vas-y, oui, vas-y. ouais, vas-y, 30 litres par minute, tu disais. J'allais dire, j'ai une petite référence parce que c'est ce que je vois en général sur le premier palier d'une évaluation où je mesure Ah la oui, ventilation. Et donc, c'est du 1/10 en termes de... si tu étais dans un effort physique, tu ventiles, je pense, entre 30 et 40 litres. ouais. Donc, c'est très tranquille comme Ils avaient fait respiration, la quoi. comparaison sur
la dépose d'un aérosol, mais en nébulisation, donc avec un nuage de fumée, chez D'accord. des enfants entre respiration au calme. Eux, c'était 30 litres par minute, hein, mais les enfants et les bébés, ils respirent plus vite aussi. Oui, Euh, et entre un enfant à qui on donne l'aérosol et qui hurle, qui pleure. d'accord. Et c'était incroyable. Il y avait très peu de dépôts en fait du produit dans l'arbre bronchique. C'était par scintigraphie, donc ils avaient vu en fait Mhm. l'intérieur, comment le produit se déposait. Mhm. Parce il y a un moment donné où on a fait pleurer les enfants pour faire de la kiné respiratoire, où on a fait pleurer les enfants pour faire leur traitement et leurs aérosols, et en fait ça ferme tout. Donc Mhm. ça a peu d'intérêt. D'accord, donc faut bien prendre son médicament. Et tu as parlé donc de la mobilité thoracique qui joue un rôle aussi. Je vais revenir Ouais. dessus encore un petit peu. Est-ce que tu as on va dire, des exercices par lesquels tu aimes commencer qui te donnent des indications intéressantes pour la suite du traitement ou la prise en charge ou qui semblent bien fonctionner avec la majorité des gens? Alors, de toute façon, c'est toujours les scapulas. Voilà, ça c'est sûr. On commence par là. Mhm. Et ensuite, en fait, on va essayer de gagner soit sur la rotation, soit sur l'extension. Mhm. Donc, moi, mon préféré, c'est la rotation thoracique, coude plié comme ça, parce que c'est vraiment thoracique si c'est fait de façon optimale. Mhm. Et puis, l'extension thoracique au rouleau de massage. D'accord. Voilà. On installe le rouleau de massage sous les omoplates et on vient, coude serré, ouvrir. euh, Mhm. arrière. Vous faites du travail aussi en flexion latérale. Est-ce que c'est pertinent ou est-ce que c'est moins intéressant Moi, que... alors, j'ai pas trouvé d'intérêt comme ça assis. Voilà, il y avait un exercice que j'avais trouvé pendant le confinement. C'était marrant. Pendant mes visios du confinement, on est à quatre pattes et je viens tirer vers l'avant une de mes mains Mhm. en fixant mon bassin, puis tout en allant toujours vers l'avant, je vais sur le côté opposé, Mhm. fixe toujours mon bassin et après je mets mes pieds de l'autre côté pour faire un arc. Ouais, Et là, j'avais trouvé que ça mobilisait du mucus. Voilà. d'accord. Donc, il devait y avoir de l'air qui rentrait et donc des parties pulmonaires un peu étirées où là, l'air était d'accord pour rentrer. Ok. Aérosol, mobilité thoracique. Et tu m'as dit la troisième, c'est mobilisation du Un mucus, drainage bronchique, drainage ventilation et bronchique. drainage, en fait. Une fois que tout ça s'est préparé, bah, effectivement, si on vide, on a, on utilise en fait ce que j'ai pas vraiment répondu, je crois, à ta question tout à l'heure, c'est comment on enlève cet air piégé. Eh ben, Ouais, on enlève cet air piégé en essayant de mieux remplir pour remettre en tension derrière et qu'à l'expiration, en fait, ce soit l'expiration naturelle qu'il d'accord. le Ouais, fasse vivre. Mais ouais. pour ça, il faut rentrer de l'air dans un territoire obstrué. Alors, pas complètement, on n'est pas dans une cas d'une atelectasie, mais du coup, l'air, c'est comme le lit d'une rivière, en fait. C'est-à-dire que si le lit d'une rivière, ça arrive à fond avec une inspiration très rapide, donc avec un flux très rapide de la rivière, un gros passage à gauche, un petit passage à droite, l'eau, elle va aller à gauche, Mhm. forcément. Mhm. Alors que si on baisse complètement le débit de la rivière, eh ben, l'eau va être d'accord pour ruisseler de l'autre côté. Donc, c'est le principe, en fait, de cette technique de kiné respiratoire que j'utilise et que j'ai appris de ce Belge Jean Chevalier. C'est le drainage autogène. En fait, on freine l'inspiration pour que l'air s'homogénise à l'intérieur à l'inspiration et qu'on ait une expiration de retour élastique du poumon. Où du Mhm. coup, là, on va enfin avoir le patient qui va Mhm. dégonfler. Mhm. D'accord. Et Parce on qu'il a enfin pu utilise. se gonfler. Hmm. Il a enfin pu se gonfler là où il ne pouvait pas se gonfler avant. Voilà. Et du coup, il se dégonfle puisque c'est l'expiration pour nous, c'est le retour élastique du poumon. Donc, Mhm. du coup, c'est vraiment le retour de l'inspiration. Donc, d'abord, nous, on se dit qu'il faut remplir bien derrière les territoires obstrués pour qu'à l'expiration, finalement, c'est la rétraction alvéolaire qui fait l'expiration. Mhm. D'accord. Et pour ça, bah, on a toute l'éducation du patient hein, sur le fait d'inspirer lentement, mais aussi on utilise, je t'ai rapporté des sangles thoraciques. Ouais. Donc c'est un peu du velcro, mais il y a une toute petite extensibilité, mais vraiment toute petite, hein, Mhm. d'accord, entre 2-3 cm, Mhm. qu'on installe sur les côtes inférieures. Ouais. Hein. Non seulement ça va inciter le patient à commencer son inspiration ici, Mhm. mais en plus ça va freiner son inspiration et améliorer le retour élastique du poumon.
Donc, tu rajoutes en fait un troisième paramètre, enfin, quatre, je sais pas, Ouais, je sais pas. combien on en compte? Tu as, les alvéoles, tu as le poumon, tu as la cage thoracique et tu as maintenant Ouais. la bande en plus. Oui, la sangle, pour moi, en fait, elle va freiner l'inspiration. Elle corrige la pompe respiratoire aussi. Elle la rend plus efficiente, en fait, Mhm. puisque si on inspire mieux, ben, on expire mieux, forcément. Euh, et du coup, en fait, cette sangle, elle fait partie intégrante du drainage bronchique et de la ventilation pour améliorer vraiment la ventilation alvéolaire, améliorer vraiment la ventilation là où ça va pas, là où c'est obstrué. Et donc, parle-nous un petit peu plus tu as parlé d'homogénéisation de l'air. Mhm. Comment ça se passe physiquement dans les bronches ou dans la tuyauterie, pour parler simplement. Bah, Lors- en fait, on n'utilise qu'une partie finalement de toute sa capacité. On Mhm, respire avec un volume courant, quelquefois un volume courant qu'on appelle fonctionnel, qui est un peu plus grand qu'un volume courant. Voilà. Et en fait, si on ne respire que avec ce volume courant, on ne peut pas aller chercher le mucus ailleurs. mhm, Alors, on pourrait se dire, bah, tiens, on va inspirer à fond, souffler à fond, inspirer à fond, souffler à fond, etc. Et en fait, c'est fatigant au niveau respiratoire, ça, de faire ça. mhm, Et nos patients, ils sont déjà fatigués, mhm, déjà épuisés. Donc, Jean Chevalier, ce Belge, a trouvé un moyen de déplacer le volume courant dans la capacité vitale pour aller mettre une expiration rapide, parce qu'il faut de la vitesse pour mobiliser ce mucus. mhm, Je te fais, au, au début, j'ai un flux, et ensuite, j'ai plus rien. mhm, La pince, d'accord, j'ai plus rien. Donc, nous, et or, l'obstruction, elle était là. Nous, on veut passer derrière cette obstruction. Et on mhm. veut amener la vitesse à l'expiration à cet endroit-là. Donc, il faut remplir derrière Ouais. pour ramener à l'expiration. Donc, inspirez lentement, expirez rapidement. Voilà. Et puis après, jouer sur le volume inspiré, d'accord, pour que du coup, on puisse déplacer. Tu vois, ta belle courbe de formation, là, le volume courant, Ouais. d'accord, que j'envie. Euh, et ben là, en fait, on va freiner l'inspiration, ça va faire comme ça. On freine l'inspiration. Du coup, comme on a freiné, on a bien mis en tension. Du coup, l'expiration est vraiment rapide et retour élastique. Donc, on inspire, on freine, retour. Je freine encore plus. Je lui demande de prendre son temps et on relâche. Mhm. Donc, on remonte pas, en fait, et du coup, on descend et on visite comme ça l'arbre bronchique. Et je pense que ça va grandement dépendre du patient, mais tu me fais combien de cycles respiratoires comme ça avant d'arriver à, entre guillemets, des profondeurs qui commencent à Alors, devenir. on trouve l'obstruction chez ces patients très rapidement, finalement. Mhm, mhm. Ils ont un volume courant qui est là, enfin vraiment, et du coup, le but d'une séance, c'est de descendre déjà d'un étage ou deux. D'accord. Ouais. Parce que si on est déjà désobstrué cette partie-là, le traitement inhalé qui prendra après ira plus loin. Mhm. Donc, du coup, on libérera un peu plus. Donc, du coup, ça nous permettra de gagner en étage comme ça. Un petit peu à l'image de la mobilité thoracique où tu mobilises et après, il faut aussi renforcer ces Oui, nouvelles par exemple, amplitudes ouais, ça c'est une bonne pour idée. les maintenir. Ouais, c'est une bonne comparaison. Ouais. Mm. D'accord, ok. Donc, on a cette ou cette inspiration lente, comme tu l'as dit, pour permettre à. Lente, et après le volume, il est contrôlé en fonction de là où on veut aller. C'est-à-dire. Alors, c'est-à-dire qu'en fait, si je respire toujours au même endroit, si mon volume courant que j'utilise pendant ma séance de kiné, il est toujours au même endroit de ma capacité vitale, Mhm, d'accord? Bah, tout ce qui est en dessous, je l'aurai pas, mhm. d'accord? Donc en fait, je vais déplacer mon volume courant dans la capacité vitale, et ça en gérant le volume inspiré. Et ça, c'est au bruit, à la sensation, on sait est-ce qu'il y a une obstruction là, ok, on descend plus bas, on y va, voilà, c'est chaque expiration nous donne l'information sur l'inspiration suivante. Donc, c'est C'est-à-dire vraiment si à étape par l'expiration, étape, quoi. c'est ça, si à l'expiration, j'ai entendu euh, une obstruction, un mucus, le mucus en fait en troisième partie d'expiration de retour élastique. D'accord. Donc c'est une expiration de volume courant fonctionnel. Mhm. Si je l'ai entendu en troisième partie,
je sais qu'il faut du coup que j'aille un peu plus proche de ce mucus, donc je vais freiner encore plus pour pas remonter trop haut, d'accord, pour avoir mon mucus dans la première partie Mhm. d'expiration, là où il y a la vitesse la plus importante et là où il n'y a pas de compression de la bronche. Mhm. Et avec ça, on arrive en fait à effectivement dégager, mais surtout on est aidé aussi par d'autres. Il y a la sangle thoracique, il y a aussi l'instrumental qu'on utilise, les, les, les pressions expiratoires positives. C'est-à-dire qu'en fait, on fait expirer le patient contre une résistance, d'accord, pour permettre de mettre comme des remparts aux bronches. Mhm. D'accord. Et plus la bronche est inflammée et fragile, et plus elle a besoin de remparts pour pas, dès le début de l'expiration, se fermer et se sentir agressée. D'accord. C'est D'accord. une question d'équilibre entre la pression intrabronchique et la pression extrabronchique. C'est très intéressant parce que là où justement, je fais le parallèle avec l'entraînement respiratoire et là où tu viendrais appliquer une résistance avec un de ces outils sur les muscles respiratoires, si tu as, on va dire, des bronches et des poumons qui ont une fonction normale, Mhm. tu vas pouvoir en fait cibler les muscles respiratoires parce que c'est tes muscles expiratoires qui vont devoir se contracter de manière plus importante pour vaincre en fait cette résistance alors que toi, tu utilises cette résistance pour empêcher qu'il y ait trop d'air qui sorte à la fois et faire en sorte qu'il n'y ait pas ce collapse, cet effondrement en fait vers Pas, l'intérieur c'est pas le bon terme ou c'est pas ou j'ai mal compris. si, c'était, mais je vais pas en fait avoir besoin de mes muscles Non, expiratoires. non, c'est ce que je voulais dire, c'est Voilà, que c'est c'est le ça. même outil, mais le Mm. focus n'est pas le même. Parce que dans un cas, Non, tu as... parce que ce que je veux absolument, finalement, ce qu'on veut absolument pendant une ventilation de nos patients, c'est de ne pas fatiguer nos patients. Nous, on veut qu'ils gardent leur énergie pour faire de l'activité physique et faire du muscle et des mitochondries. C'est ça. Oui, et ça, c'est un autre point que j'ai noté. Et c'est quelque chose que j'ai trouvé en épluchant un petit peu la littérature sur le sujet, c'est qu'on a une corrélation entre la fréquence respiratoire et la perception de l'effort qui est très, très importante. Oui. En gros, pour faire simple, plus tu respires vite et plus tu as l'impression de travailler dur. Donc, tes patients qui ont cette capacité vitale qui est toute petite, ils sont obligés de respirer très, très rapidement. Ils doivent avoir des fréquences respiratoires bien au-delà Ça, de la c'est- norme, Mm, ce mm, qui veut dire ils ont l'impression de travailler très, très dur. Et si tu as l'impression de travailler très, très dur, ton cerveau, il va te dire que tu travailles très, très dur. tout à fait. Et donc, c'est très, très dur tout le temps. Ouais. Mais il n'y a rien de plus terrible, je pense, de manquer d'air, C'est ça. finalement. Ouais. Donc, c'est leur quotidien et c'est pour ça qu'ils viennent consulter, finalement. Leur maladie est la distension thoracique, l'augmentation du volume résiduel, il est là très tôt dans leur pathologie, mais ils Mhm. vont pas consulter avant parce qu'en fait, c'est au moment en fait où ils sentent qu'ils ont plus de capacité inspiratoire que là, ils vont consulter. Voilà. Mhm. Est-ce que l'approche, elle diffère selon si c'est un patient atteint de mucoviscidose, de BPCO? Est-ce qu'il y a différents aspects à tout ça Alors, ou est-ce qu'il y a une approche globale qui se transfère assez bien de pathologie en pathologie? en fait, les patients BPCO nous sont envoyés encore trop souvent quand ils sont déjà au stade 3 ou au stade 4, c'est-à-dire vraiment à l'état d'insuffisance respiratoire. Heureusement, D'accord. on en a quelques-uns qui viennent un peu avant, mais moi, je rêverais d'avoir des stades 0 ou stade 1 qui viennent pour du coup une prise en charge en fait d'hygiène de vie et qui Mhm. puissent du coup gérer au mieux leur maladie. La mucoviscidose, on les a en fait dès le diagnostic, dès un Oui, mois de oui, vie, ouais, donc ouais. 2 ou 3 mois au pire. Donc là, on peut instituer tout ça en fait. Mhm. Et du coup, là, moi, j'ai des patients que je suis depuis 17 ans, qui ont 17 ans et qui vont extrêmement bien, Mhm. mais parce que justement, en fait, il y a eu tout ça de mis en place. Donc la Ouais. différence finalement entre les deux, c'est que la mucoviscidose, c'est on prend de l'avance sur la maladie dès le début. Donc moi, je suis très très exigeante et très très chiante avec mes patients et avec les parents parce que je ne lâche rien et souvent on me dit, mais Sophie, il y a plus de contraintes de prise en charge que de maladie. Et moi, Pour je réponds l'instant. à Pour bah oui, l'instant. mais et moi je réponds à ça pourvu que ça dure, Ouais. justement. Ouais, c'est Et ça. justement, et pour l'instant, ben moi c'est Jean Chevalier et Hugues Gaucher qui m'ont montré la voie, mais c'est ce que j'arrive à faire, c'est-à-dire qu'en fait tous les patients qui ont suivi tous ces conseils, ben, ils vont bien en fait. Et alors aujourd'hui, avec l'arrivée de ce merveilleux médicament pour la mucoviscidose, imaginez si on a permis qu'il n'ait pas de dilatation de bronche ou très peu,
vraiment grâce à eux, à toute leur prise en charge, à leurs parents, etc., et à ce qu'on leur a apporté comme conseil, Mhm. ce médicament, après, bah voilà, c'est au revoir. J'ai pas de dilatation de bronche, j'ai pas d'insuffisance respiratoire, donc nickel. Ce qui n'est pas le cas de bon nombre de patients atteints de mucoviscidose, puisque ceux qui ont 35, 40, 50 ans aujourd'hui, heureusement qu'il y a Kaftrio, parce que là, ils arrivaient à une insuffisance respiratoire parce qu'ils n'ont pas eu plus jeune, en fait, ce genre de prise en charge. Donc, tu as Donc, parlé un de... patient atteint Vas-y, de vas-y. mucoviscidose de 50 ans, ou de 45 ans, ou de 35 ans, ça ressemble à un patient atteint de BPCO, oui. Mais Ouais, c'est les adultes d'hier. Les adultes d'aujourd'hui et de demain, ce sera nettement différent. d'accord. Tu as parlé des BPCO et des différents stades qu'il y a à Oui. l'évolution de la pathologie. Est-ce que tu peux nous décrire ces différents stades pour que bah, ceux qui nous écoutent peut-être puissent reconnaître ça chez des patients, clients, athlètes avec qui ils travaillent? Alors ça, c'est une très bonne question. Justement, le stade zéro, je dirais que maintenant, le stade zéro, c'est un fumeur D'accord. de plus de 40 ans, d'accord, qui, qui tousse déjà un petit peu régulièrement, d'accord. Mhm. Si on veut, d'ailleurs, il y a 4 questions. Si la personne répond oui à au moins 3 des questions, il faut qu'il aille consulter un pneumologue. D'accord. Avez-vous plus de 40 ans? Première question. D'accord. Avez-vous fumé ou fumez-vous? La deuxième question. D'accord. La troisième question, c'est euh, euh, toussez-vous régulièrement? Ok. Et ensuite, la quatrième, c'est par rapport à d'autres personnes de votre entourage, vous trouvez-vous essoufflé à la marche ou quelque chose comme ça. D'accord. Ouais. Voilà. Moi, j'ai arrêté de fumer grâce à ce petit questionnaire. J'avais 38 ans. Je me suis dit, plus que 2 ans, je réponds oui à la première. Je fumais donc. Et la troisième, je toussais. Oh, oui, un petit peu, peut-être quand même. Je me suis dit, OK, bon, là, ça pue. Il faut absolument que j'y aille. Voilà. Donc, ça peut, c'est déjà ces 4 petites questions, ça peut déjà mettre quelque chose dans la tête du patient. Ok. Et donc ça, ce serait même Ce avant serait le stade limite zéro parce que le t'es même stade pas encore zéro. diagnostiqué. Ouais. Voilà. Et le diagnostic, il est fait qu'avec une spirométrie. Mhm. C'est-à-dire quand le rapport de Tifno, ça s'appelle, c'est le VEMS sur la capacité vitale est Mhm. inférieur à 70% de la normale. 70. Ok. D'accord. Ouais. D'accord? Ouais. Ça, et après bronchodilatateur, c'est-à-dire en fait, s'il est inférieur à 70%, le médecin va administrer de la Ventolin, du Ventolin, pardon, du Ventolin, et attendre un peu et refaire une spirométrie. Si ça a changé, bah, c'est que c'était plutôt un asthme qu'une BPCO. D'accord? D'accord. Si ça n'a pas changé, c'est qu'effectivement, c'est certainement une BPCO. Et ensuite, les stats, c'est en fonction du VEMS. D'accord? Donc, le supérieur à 80% de VEMS, on est au stade 1. Mhm. Entre 80 et 50%, on est au stade 2. Entre 50 et 30, on est au stade 3. Et en dessous de 30, ou oxygénodépendant ou hypercapnique, on est en stade 4. Et donc, quand tu parles de pourcents, c'est les pourcents par rapport aux normes pour cette population. Par rapport aux normes pour chaque patient. Cette Ouais, personne, oui, ouais, ouais, pour exactement. chaque personne. Et Tout à donc, fait. pour ceux qui nous écoutent, la capacité vitale ou capacité vitale forcée, c'est en gros tout l'air que tu as dans les poumons, que tu peux avoir, sans compter ce volume résiduel dont on a Ouais, parlé tout à tout à l'heure. fait. Et le VEM, c'est le volume expiratoire maximal en 1 seconde. Donc, en gros, c'est la première seconde d'expiration. C'est ça. Et comme tu l'as dit, hein, on a des valeurs absolues, on a un volume pour la capacité vitale, on a un flux pour ce VEMS1 qui est donc Hein. on exprime en litres par seconde, et on a le ratio des deux, ainsi que on a des tables de données énormes en fait sur tout type de population, étant donné que les valeurs qui vont prédire ou les paramètres qui vont prédire ces valeurs, ça va être notamment ton sexe, ta taille, ton âge Et ton ethnie. et ton ethnie. Et je regardais justement, je suis en train de bosser sur le module 4 sur les évaluations, et il Ouais. s'avère que l'ethnie est remise en question. Il y a un papier, et je pourrais te l'envoyer après si tu veux, Ouais. qui en gros montre que il semblerait que ce soit peut-être pas un paramètre aussi prédictif que ça. Bah, Euh, ok, bah, c'est bien mais ça. mais Pourquoi pas. sinon, j'aurais dit ça aussi. Il y a 3 heures en arrière, je t'aurais dit pareil. Alors Mais pourquoi ils ont mis ethnie? Parce que c'est des normes nord-américaines. ouais, c'est ça, ouais. Euh,
Et pourquoi ils ont mis un jour et demi? C'est ça qu'il faudrait se poser comme question. Et je pense au début, ils pensaient que c'était un paramètre Ouais, c'est prédictif ça. et Mais peut-être que sans réfléchir, parce que je pensais qu'ils avaient fait, enfin voilà, qu'ils s'étaient dit, bon, bah voilà, génétiquement, il y a un truc qui se passe. et c'est ce que je pensais aussi, et il semblerait que ce soit peut-être pas le cas. En tout cas, ils disent pas que c'est pas le cas, mais je crois que c'est remis en question en tout cas. D'accord. Et donc tous ces paramètres vont déterminer en gros sur quelle table tu te bases, et par rapport à ces valeurs-là, comme tu l'as dit, on prend un pourcentage, on regarde le pourcentage par rapport à la norme pour ta population, et c'est ça qui va déterminer en gros ton diagnostic. C'est ça. Ok, très très intéressant. Donc BPCO, comment est-ce que tu prendrais en charge quelqu'un au stade 1, disons, par rapport à quelqu'un au stade 4, pour prendre un petit peu les deux extrêmes? Alors, au stade 1, le premier traitement de la BPCO, c'est l'arrêt du tabac. Donc, Mhm. quoi qu'il arrive, ça doit être un des objectifs de ma prise en charge. J'ai reçu une patiente il y a même pas 3 semaines là et je fais le bilan et bingo, direct je dis où en êtes-vous de la cigarette? Voilà, parce que j'utilise des questions ouvertes pour voilà pour pas les agresser et puis parce que j'ai pas envie de les agresser avec ça. Et direct elle m'a dit on va pas en parler. Ah. Alors je dis ben on va pas en parler aujourd'hui, mais à un moment donné je vous en reparlerai quand même avec le sourire. Ça veut pas dire que je la prends pas en charge en Mhm. attendant qu'elle puisse faire, mais ça veut dire que ça doit rester dans ma tête le premier objectif, limite le seul objectif. D'accord? Mhm. Ensuite, chez ces patients, c'est, comme je te disais, en fait, c'est essayer de diminuer le, l'obstruction, d'accord, ou de la limiter pour améliorer justement cette distension thoracique et augmenter la capacité inspiratoire. Euh, et ça, c'est donc les traitements inhalés, donc toute l'éducation sur les traitements inhalés. On a aussi un gros focus sur les voies aériennes supérieures. Mhm. Voilà. En fait, souvent avec mes jeunes collègues, on dit si tu te laves les dents, tu te lèves le nez. Voilà. C'est comme le nez, c'est comme les dents, il faut le laver tous les jours. On inhale des milliards de particules par jour et le nez, c'est le filtre des poumons, il a besoin d'être nettoyé. Donc Comment tu on met en nettoies place. proprement ou correctement les voies supérieures? J'ai pas compris le début de ta question. Comment est-ce que tu nettoies le nez ou les voies Alors, respiratoires supérieures? avec des dispositifs, avec un grand volume, Mhm. et pour l'instant, les dernières études montrent plutôt avec de l'eau de mer que du Ouais, sel. D'accord? d'accord. Ouais. Donc, c'est vraiment si on Tu sais utilise. pourquoi? Pourquoi l'eau de mer et pas le sel? Oui, parce qu'en fait, dans l'eau de mer, il y a magnésium, calcium et plein d'autres oligoéléments, et c'est finalement eux, en fait, qui font du bien aux muqueuses et aux cils qu'il y a Mhm. dans le nez. Et Voilà. c'est pas Non, c'est le pas sel le passé à la NaCl javel finalement. que. Ouais, ok, Non, d'accord. voilà. Et en fait, on utilise des dispositifs comme ça, Ouais, d'accord? C'est 240 millilitres, d'accord? ouais, ça fait deux tasses à café presque, ouais. Ouais. Et du coup, en fait, c'est des dispositifs où du coup, on lave 60 millilitres d'un côté, Mhm, puis 60 millilitres de l'autre côté, mhm, et 60 pour faire les 240 millilitres, parce que vraiment, pour aller vraiment nettoyer les fosses nasales. mhm. Voilà. Et donc ça, c'est une partie importante du traitement. Est-ce qu'à ton Ça, c'est avis, la première chose qu'on met en place. est-ce qu'à ton avis, c'est quelque chose qui peut être intéressant pour une population non pathologique? Je, je le pense, mais il y a vraiment ces deux grades A pour toutes les rhinosinusites chroniques pour les enfants et tout ça. Moi, personnellement, et nous tous, et mes parents, mes sœurs, mes frères, on fait tous tous les matins. D'accord. D'accord? Est-ce que sur un autre plan pathologique, ça m'a fait penser au Covid notamment, et à cette idée et j'avais entendu certaines personnes parler justement de cette idée de se rincer le nez et les narines fréquemment, tous les jours, même peut-être On sait possiblement que plusieurs fois le par lavage jour, de mais nez diminue la charge virale. voilà, ok, ouais, On ne c'est l'a pas ça. étudié sur le Covid, mais Non, mais voilà. ouais, Et pourquoi pas aussi? oui, oui, ok. Voilà, c'est tout. Moi, je l'ai fait 2 fois par jour dans le temps du Covid. Je l'ai fait 2 fois par jour et je le faisais en fait une fois de plus quand j'avais été dans un comportement à risque où j'avais vu des gens. Je Mhm. rentrais, je me refaisais un lavage de nez. Voilà. Mhm. Parce que de toute façon, ça te coûte pas grand-chose et Voilà, ça peut que aider, quoi. exactement. Ouais. Ok, très intéressant.
Donc ça, c'était une Donc prise en charge. ça, c'est la preuve. Enfin, c'est vraiment. En fait, ce qu'on veut, c'est rendre moins susceptible son arbre bronchique. Mhm. D'accord? En lui emmenant un air réchauffé, humidifié, filtré, ben, on est plus gentil déjà avec ses manches. Les traitements inhalés, le fait d'inspirer lentement, c'est tout ça qu'on met en place. Et après, le but, faire du muscle, bien entendu. Pourquoi du Voilà. muscle, Sophie? Comment? Pourquoi du muscle? Pourquoi du muscle? Alors non, faire des mitochondries maintenant, je vais dire. Les Je vais deux. changer Il de. faut, Je il vais faut, changer. il faut des muscles pleins de mitochondries. C'est ça qu'on veut. Voilà. C'est ça que je veux. Et donc, c'est ça que je vais dire maintenant que je connais un petit peu plus l'intérêt de ces mitochondries. Euh, En fait, faire du muscle parce que ces patients-là, avec leur essoufflement, avec leur obstruction, leur dyspnée, ce qu'on appelle l'essoufflement désagréable, c'est une sensation, c'est très, très subjectif, mais Mhm. c'est le patient qui le ressent. Cette dyspnée primaire, c'est l'obstruction. C'est la Mhm. pathologie, c'est l'obstruction, c'est la distension thoracique qui fait qu'ils ont une capacité inspiratoire diminuée. Donc ça, c'est la dyspnée primaire. Mais en fait, à force, du coup, ils commencent finalement à baisser leur activité physique, baisser leur activité de la vie quotidienne. Mhm. Et c'est là, à ce moment-là, que ce truc-là que je vais dire, je m'y connais moins que toi, il y a des dysfonctionnements musculaires à ce moment-là qui se mettent en place, en fait. Mhm. D'accord? Mhm. Et du coup, ce que je disais, et que je vais dire maintenant différemment, c'est que du coup, ce muscle qui est différent à cause de cette baisse d'activité, il va devenir oxygénovore, d'accord. Et du coup, va provoquer la dyspnée secondaire, qui elle va être une dyspnée musculaire quelque part. Parce que le muscle désentraîné va demander à la pompe respiratoire beaucoup plus d'oxygène Mhm. euh, pour un même effort, en fait. Et au fur et à mesure, le patient, il est dans le cercle vicieux du déconditionnement, où du coup, il y a sa dyspnée primaire, mais après, il y a au niveau musculaire, et puis du coup, la dyspnée augmente, etc., etc., etc. C'est l'inverse de l'économie, en fait. Oui, Là où tu as tout ce qui est de l'endurance longue, le marathon, l'Ironman, où tu as un paramètre d'économie qui est énorme, en fait, parce que si tu peux économiser quelques millilitres d'oxygène à une allure mhm, donnée, eh ben, ça va te permettre de tenir plus longtemps. C'est un coût de l'effort qui est moindre. Et donc là, c'est l'inverse, où en fait, ce coût de l'effort devient monstrueux, exorbitant, même à des niveaux d'effort exorbitant. qui sont très, très petits, en Ah fait. oui, oui, oui. Mais c'est là où je suis en colère, parce qu'en fait, finalement, on pourrait les avoir avant, ces patients. Ouais. Mais on pourrait les avoir avant, mais on ne nous les envoie pas avant. Mhm. Et on ne fait pas assez, mais ça on le sait, on ne fait pas assez de recherche sur l'activité physique des patients, Mhm. finalement. Donc, du coup, vous marchez un peu, oui, oh, bah, c'est bien. Voilà. Et c'est tout. Et finalement, on s'aperçoit que comme nous, ça rentre dans notre bilan, même si on nous envoie un patient juste pour un drainage bronchique, forcément, on va lui demander quelle est son activité physique et comment Mhm. il se sent dans son activité physique. Donc, mais souvent, c'est ah bah non, moi j'ai arrêté le cours de gym de mardi et puis j'ai arrêté aussi. Pourquoi? Bah parce que je suivais plus en fait. Ah, bah on va y retourner. Mais pour ça, avant, on va d'abord refaire des muscles pleins de mitochondries. Voilà. À savoir que c'est beaucoup plus dur d'en sortir d'un stage 4 quand tu es dans un état avancé de la pathologie, mais que si tu le prends en charge assez tôt, tu Mais as beaucoup oui, moins de travail à faire. incroyable. Bah Ouais. voilà. On laisse pas d'abord l'obstruction, la distension, tout Ouais. ça augmenter, arriver. Et si, on a eu quelques patients comme ça, mais je te dis quelques, Hmm. où du coup, on a très peu de séances avec eux, on met en place une hygiène de vie, voilà, ils savent qu'ils ont une pathologie, ils font ça, 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 et tout va bien, ils ont plus besoin de nous. C'est qui? C'est les médecins qui t'envoient directement ces patients? Oui, la kiné en libéral en France, c'est une prescription médicale forcément. Et donc, D'accord. il faudrait que les médecins, en gros, aient un seuil de tolérance au BPCO qui soit beaucoup plus bas et qui te les envoient beaucoup plus tôt. C'est ça. Bah, les médecins généralistes sont pas forcément formés. En fait, les médecins de ville sont pas forcément formés Ouais. à ça. Donc, du coup, ils se disent, bon, bah voilà, ce patient, de toute façon, il fume. Donc, il est sous antibiotiques quelquefois, très bien. Et voilà. Et puis, il demande pas. Il n'est pas en demande de patient BPCO. Il se dit, c'est comme ça. J'ai fumé. En plus, il culpabilise. En plus, il se Mhm. dit que c'est de sa faute. Donc, du coup, pourquoi on s'intéresserait à me prendre en charge finalement?
Ouais, je pense Il y a il doit y avoir C'est ce ça. paramètre Et oui, ben, on a des psychologique qui est patients important quand même. qui ont beaucoup de mal à voir nos patients atteints de mucoviscidose dans le cabinet parce souvent ils disent non mais voilà, lui il n'a pas mérité, moi j'ai fumé pour être comme ça et l'autre il est né comme ça, mais moi il me dit je me dégoûte moi-même. Mhm. Voilà. Mhm. Donc Ouais, il y a toute cette culpabilité qui empêche aussi une bonne prise en charge. Tu as parlé de la prise en charge, tu as parlé de l'importance de l'activité physique. Mm. Et une chose que tu m'avais mentionné, c'est que cette activité physique, elle n'est pas prescrite et elle n'est pas nécessairement aussi précise qu'elle pourrait l'être. Elle est juste recommandée et c'est pas assez C'est à ton ça. avis. Ah mais non, c'est pas assez. Que ce soit pour la mucoviscidose ou pour la BPCO, je prends l'exemple de la mucoviscidose, on le sait depuis le début qu'ils doivent être sportifs. Moi, je rêverais qu'ils fassent tous sport-études, en fait, les patients atteints de mucoviscidose. Comme ça, au moins, il y aurait un temps consacré Mhm. au sport dans la semaine de façon quotidienne. Et en fait, c'est la première chose qu'ils arrêtent. C'est la première chose qu'ils mettent de côté dès qu'ils sont un peu fatigués. Mhm. C'est la première chose en cas d'exacerbation de l'état, une bronchite, un truc, un germe qui arrive. Ah ben on arrête l'activité physique. Et moi je suis là, mais non, surtout pas. On arrête le reste si vous voulez, mais ça, on n'arrête pas. Point. Voilà, c'est tout. Et c'est ça où on a un peu de mal, où on dit, bah, non mais c'est bon, il fait de l'activité physique, il va au foot le mercredi et le samedi. Ben non, non, parce que lui, en fait, il en a besoin tous les jours, en fait. Donc, c'est Mhm. pas possible, en fait. Donc, des programmes, mais là, il y a vraiment un type, la Gruet, qui a sorti 2 superbes revues et qui dit vraiment qu'un patient atteint de mucoviscidose doit avoir une activité physique intense, intense en termes comment vous appelez ça? Vous les préparateurs physiques, je ne sais plus, de charge d'entraînement, en tout cas Ouais, de volume. Voilà, de volume, volume, c'est le d'accord. mot que je cherchais, de Mhm. volume. Intensité dans le sens volume, Mhm. euh, parce que s'ils font juste en fait en volume modéré, ils vont pas encore rattraper la population générale sur la force musculaire du quadriceps, par exemple. Ouais, faut qu'ils compensent pour leur déficit de départ, en fait, et C'est ça. qu'ils rattrapent leur retard, entre C'est guillemets. ça, c'est ça. Parce que le stress oxydatif, l'inflammation, les traitements, tout ça, ça lise le muscle aussi. Mhm. Donc, ils partent aussi avec un handicap à ce niveau-là. Ok. Deux, trois éléments que tu m'as mentionné juste avant qu'on commence à enregistrer, que tu as commencé à mettre en place depuis le séminaire, c'est un peu plus d'activités structurées pour tes patients et patientes, mais à plus basse intensité que que ce qui est prescrit normalement C'est ça. pour les En fait, pathologies respiratoires. généralement, généralement chez les patients atteints d'une pathologie respiratoire, l'endurance modérée, c'est un RPE entre 4 et 6. Voilà ce qu'on Ça faisait. pique Donc, déjà. au SV1, voilà. Mhm. Et entre 4 et 6, voilà, c'était vraiment enfin, c'est ce qui est noté dans les recommandations. Donc moi, déjà, je disais, c'est 3 fois par semaine, 2 à 3 fois par semaine de cette activité-là, d'accord? Et plus à côté, mobilité thoracique tous les jours et renforcement musculaire, 1 à 2 séances par semaine. Et à ça, on ajoute, si le patient est en forme, une haute intensité aussi par semaine. Mhm. D'accord. Voilà, c'était à peu près ce que moi j'avais construit comme entraînement idéal. Aujourd'hui, j'ai complètement zappé le 4 et 6. Je fais, j'ai dit, OK, donc c'est de la zone 2 pour qu'ils puissent récupérer. Ce qui nous permettra, à mon avis, encore plus de leur proposer des petites séances sympathiques de HIIT parce qu'ils seront plus en forme pour les supporter. Donc, enfin, moi, je suis archi fan de ce que tu nous as proposé comme formation, parce que même si Thomas et Simon en avaient parlé avant, puisque Thomas et Simon, on se connaît bien, donc ils m'en avaient parlé. Mais là, j'ai compris vraiment l'intérêt monstrueux. Et du coup, oui, non, voilà, ça y est, c'est les fondations, ce sera la zone 2. Euh, et ensuite, en fait, on verra. Et j'ai même commencé avec des patients plus jeunes, moins atteints, d'autres pathologies, comme des dilatations de bronches ou d'autres pathologies, où ce qui sont arrivés pour une réadaptation, je leur ai demandé en fait leur activité physique en dehors qu'ils faisaient avant ça, Mhm. qu'ils ont envie de refaire après. Mhm. Et je leur ai demandé et leur RPE sur toutes ces activités. Et du coup, en leur expliquant l'équilibre qu'il faudrait avoir après voilà. Donc, je m'éclate totalement. Merci. Écoute, c'est tout le plaisir et le mien. Ce qui est intéressant, je pense, c'est que vendre du 2-3 sur 10, c'est beaucoup plus facile que vendre du 6 sur 10.
pour des gens qui sont déjà Par contre, oui, complètement. Autant je t'entends à chaque fois dire pour les sportifs, vraiment, j'ai du mal à ce qu'ils acceptent l'idée de. ça doit être l'opposé avec des gens qui sont, Voilà, ouais, qui sont... j'en ai quand même quelques-uns qui disent oui, mais on va rien travailler, hein. Bon, vous n'avez pas écouté ce que je viens de vous dire, mais quand même, la plupart, ils disent mais c'est génial. Voilà. Et une chose intéressante que tu m'as dit, c'est que déjà en 2, 3 semaines, tu as vu des changements positifs chez tes patients. Oui, ils m'ont dit surtout Mhm, que ça leur avait fait du bien, que les séances leur faisaient du bien, les séances mhm. leur remettaient comme un coup de jus pour le reste de la journée. Voilà, donc non, c'est que du positif. Je... Et c'est pour ça, nous, on utilisait beaucoup la marche à pied, puisque la marche à pied, bah, c'est gratuit. Et puis, et du coup, en dehors des séances, ils marchent et tout ça. Et c'est nos discussions à tous les deux en se disant que la marche, ça fait quand même pas le même effet. Mhm. Et je vais continuer à réfléchir là-dessus, mais je trouve que effectivement, toi, tu m'as parlé de flux sanguin non régulier lors de la marche à pied qui pourrait expliquer qu'il n'y ait pas le même effet. Je pense que c'est un des paramètres. Et, ouais, et même si c'est peut-être pas toute la réponse, plus j'avance et plus le vélo il prend une place importante. Je parlais à un gars qui fait, on repasse à l'autre bout du spectre. C'est le gars qui a gagné 3 années de suite les Irox. Je sais pas si tu vois ce que c'est. En gros, Non? c'est une compétition d'à peu près 1 heure où tu cours, tu fais du rameur, du ski, tu tires des charges. En gros, c'est CrossFit, mais sans l'haltéro et sans la gym et avec D'accord. en gros des événements qui sont très longs. Et il me disait, ben, dans sa hors-saison, il passe 50% de son volume sur le vélo. Alors que dans sa course, dans l'événement compétitif en lui-même, à peu près 55% du temps est passé à courir. Donc, il faut être très bon coureur pour bien performer dans ces événements. Mais malgré ça, il passe la moitié de son temps, et son temps, c'est à peu près 20 heures semaine, sur le vélo parce qu'il dit, ben, c'est facile, je peux sortir pendant 6 heures et ça ne coûte rien, entre guillemets, par rapport à 2 heures de course qui, même si tu vas doucement et t'es entraîné, c'est pas Ouais, la même c'est pas. charge. Et, Hmm. et je pense vraiment qu'un des avantages, c'est à ce niveau-là, c'est au niveau de cette charge qui est beaucoup moins importante. Et quand tu parles de personnes comme tes patients et patientes qui commencent déjà avec entre guillemets, ce handicap, hein, qui commencent Mais avec, oui. Hmm. en gros, peu importe ce qu'ils font, ça va être beaucoup plus dur que pour le commun des mortels. Et pas que à cause de leur capacité inspiratoire. Là, je pense Mhm. vraiment plus à ce que tu nous as dit sur l'intérêt sur le général. C'est-à-dire que c'est des Mhm. gens qui ont une fatigue chronique, Ouais, une c'est ça. inflammation systémique, que Ouais, ce soit la mucoviscidose ou la BPCO, c'est vraiment une inflammation systémique. d'accord, ouais. Donc, il y a tout, en fait. Il y a cette voilà, fatigue chronique, stress oxydatif, inflammation, infection à répétition, cortisone en traitement, même si les médecins font attention à ne pas en donner trop, mais c'est des corticoïdes, c'est quand même, voilà, pour Mhm. la lyse et pour tout ça. Donc, et du coup, il y a tout ça, il y a tout cet intérêt dans tout ce que tu nous as dit sur cette zone 2. Et pour moi, le vélo aussi, bah, les patients BPCO sont souvent en surpoids. Et ben, c'est encore pire la marche à pied pour eux. Mhm. Mhm. C'est Donc, ça, ouais. Quelles sont, à ton avis, les perspectives d'avenir qui sont intéressantes pour la kiné respiratoire, des choses que tu espères voir dans les années à venir ou qui vont se développer dans les prochaines années? Alors, ce que j'aimerais, c'est que chaque patient atteint de mucoviscidose ait un expert dans son quotidien en kinésithérapie, ce qui n'est absolument pas le cas aujourd'hui. C'est Et je vrai? me bats avec mes collègues pour ça. Ouais. Ah non, non, c'est absolument pas le cas. Vraiment pas. C'est pour ça que j'ai créé le compte Instagram que j'ai créé, en fait. Mhm. Parce que, en fait, c'est la kiné respiratoire sur 4 ans d'études, ça doit être un petit module. Mhm. D'accord? Donc, c'est pas grand-chose. S'ils n'ont pas fait de stage en kiné respi, ben voilà. Donc c'est pas de leur faute, hein. Moi, j'accuse pas du tout les kinés. Les kinés ne savent pas qu'ils ignorent. Alors, On ne sait pas ce qu'on ne sait quelquefois, pas. ouais, quelquefois, ils exagèrent quand on leur dit qu'ils ont tort et qu'ils ignorent, mais, mais sinon, la plupart ne savent pas tout ce Mhm. qu'on peut faire avec un patient atteint de mucoviscidose ou un patient atteint d'une BPCO. Ça, ils savent pas. Voilà. Donc tu Et penses donc ça, qu'il... ce serait vraiment énorme d'avoir comme ça dans chaque petit village de France quelqu'un qui a envie de s'intéresser à la kiné respiratoire. Voilà, c'est vraiment ça. Et pour, en général, les patients atteints de pathologies respiratoires, j'aimerais qu'on puisse les diagnostiquer plus tôt. Mhm. Pas la mucoviscidose qui est diagnostiquée à la naissance, Oui. mais les patients BPCO, et qu'on n'ait plus des gens qui arrivent à notre cabinet et qui nous disent mais pourquoi je ne vous ai pas rencontré avant?
Ça, je ne Ouais, veux plus l'entendre, en c'est fait. clair. Ouais. Voilà. J'ai plus envie de l'entendre et j'ai envie que ce soit normal et basique, mais j'aimerais que la France, du coup, fasse des efforts pour que l'activité physique soit mise vraiment au devant de la scène voilà, des tout petits. Et ça Mhm. pour toutes les pathologies respiratoires et toutes les pathologies chroniques pour tout le monde, de toute façon. Et pour Donc, toutes les non-pathologies aussi. ouais, pour toutes les non-pathologies aussi. Mais là, c'est vital. C'est Voilà, ça, ouais, Melcy aussi, exactement. c'est vital, mais quand même. Voilà, C'est encore plus vital. c'est encore plus vital. Exact. Sophie, tu as parlé d'un compte Instagram où tu partages pas mal de contenu justement autour de ces différentes idées. Quel est ton compte Insta? Mon compte Insta, c'est Sophie, S-O-F-I, Respi. Mhm. Voilà. Et c'est un compte que j'ai créé en fait pour les patients et les parents. Voilà. Ma cible, c'était vraiment aider les parents et les patients. Et après, je suis ravie que des kinés y soient, parce que du coup, ça permet en fait de rapporter aussi à eux, et tant mieux, voilà, et de pouvoir échanger. Euh, mais exprès, en fait, je veux que ce compte il soit complètement adapté en fait à des gens qui n'ont pas fait kiné, qui n'ont pas fait médecine, et où du coup, je vulgarise complètement pour que ça puisse être compréhensible de tous. Bon, bah, pour tous ceux et celles qui ont écouté ou regardé ce podcast, allez suivre Sophie sur Instagram, partagez cette conversation et son compte également pour atteindre un maximum de monde. Sophie, merci d'avoir pris le temps pour ce Avec petit grand échange. plaisir. J'ai appris plein de choses et c'était très très intéressant et j'espère qu'on pourra aider quelques personnes avec cet échange. Ouais, j'espère aussi. Merci Sophie. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si tu souhaites soutenir le podcast, prends quelques instants pour laisser un témoignage écrit et 5 étoiles sur l'application Apple Podcast. Si tu veux revoir cet épisode, tu retrouveras l'enregistrement vidéo complet sur ma chaîne YouTube. Tu y trouveras également des centaines d'heures de contenu gratuit, tous mes podcasts, mes pensées du jour, mes présentations structurées et bien plus. Donc n'attends pas, abonne-toi et je te dis à tout bientôt pour le prochain épisode. Allez, ciao!